Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, votre journal, votre quotidien en ligne. Je suis Hervé Hérault, le fondateur et le dirigeant du Petit Journal, le journal des Français à l'étranger. Merci pour être nombreux à nous suivre et surtout pour être nombreux à vous être inscrits aujourd'hui pour ce webinaire sur la thématique et si investir en immobilier locatif en 2024, pardon, pas 2014, 2024 était synonyme d'opportunité. Vous êtes nombreux à vous être inscrits, j'en suis vraiment ravi. C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous. La première chose, c'est qu'on va être ensemble pendant 1 heure avec Manuel Ravier. Donc, Manuel, qui est cofondateur et président d'investissementlocatif.com, entrepreneur, conférencier, investisseur en France depuis plus de 10 ans. C'est un expert de l'immobilier locatif. On l'a régulièrement avec nous, mais c'est peut-être la première fois que vous l'avez en visio, en direct. Donc, surtout, profitez de poser vos questions. C'est vraiment le plus important. Vous avez tous des situations différentes, des projets, des souhaits, des envies, des interrogations. C'est le moment. Il y a un petit onglet questions qui est en bas à droite avec poser une nouvelle question. Donc, vous allez voir, je vais mettre un petit bonjour. Ce n'est pas une question, mais c'est un petit bonjour à tous. Donc, déjà, dites-nous un petit peu où vous êtes, les internautes. Où est-ce qu'on peut vous trouver, vous solliciter. Est-ce que vous êtes en Asie et c'est la fin de journée? Est-ce que vous êtes en Europe, en Afrique, sur le continent américain et c'est le matin? Voilà, faites-nous un petit signe. Ça nous ferait plaisir de savoir un petit peu où vous êtes. Et puis surtout, évidemment, posez bien toutes vos questions autour de ce sujet de l'immobilier locatif, que ce soit des questions par rapport évidemment à votre situation personnelle, des projets qui sont plus ou moins avancés. Manuel sera là pour vous répondre. Il y aura également un replay. Donc, quelques instants après la fin du webinaire, vous allez recevoir un mail avec le lien du replay sur l'adresse avec laquelle vous vous êtes inscrite. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout pendant l'heure qui vient, pas de souci, vous ne raterez rien, vous pourrez voir le replay. Vous pourrez également le partager évidemment avec vos connaissances, vos amis, le revoir plusieurs fois. En revanche, je ne pourrais pas poser de questions. Donc, les questions, c'est maintenant avec le petit onglet questions. Mais en revanche, le replay, vous ne raterez rien. Il y aura également un article dans lepetitjournal.com dans les prochains jours. Avec la vidéo YouTube aussi. Donc, c'est un article de compte rendu, mais il y aura la vidéo YouTube sur le Petit Journal. Donc, vous la verrez aussi. Et c'est pareil, ça sera très facile, bien entendu, de partager à vos connaissances, vos contacts, vos amis, vos collègues qui sont intéressés par ce sujet, mais qui n'étaient pas inscrits. Donc, faites-nous signe, les internautes. Posez-nous, dites-nous un petit peu où vous êtes. Vous êtes nombreux à être inscrits, pas encore trop nombreux à être connectés, mais j'espère que ça va venir. Dites-nous un petit peu où vous êtes. Faites-nous signe. Ça nous ferait plaisir avec le petit onglet questions qui est en bas à droite. Manuel, je te passe la parole juste pour te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es. Alors, merci déjà Hervé de l'invitation. Je m'appelle Manuel Ravier, donc je suis entrepreneur. J'ai fondé il y a un peu plus de 10 ans un groupe qui s'appelle Investissement Locatif. Donc, on aide les gens à investir dans l'immobilier locatif avec, désolé pour le petit passage derrière, d'Elias, qui aide les gens à investir dans l'immobilier. Donc, que vous soyez présent en France, dans la ville ou à l'autre bout du monde, notre promesse, c'est qu'on aide des gens à trouver des pépites rentables. Donc, on va vous parler du marché grâce à des chasseurs immobiliers qui sont sur place. On vous aide à les rénover grâce à nos architectes d'intérieur et on vous aide à les gérer ensuite, donc à les louer et à encaisser des loyers grâce à notre équipe de gestion locative. On a intégré ce groupe-là. On est environ 200 collaborateurs répartis sur différentes villes en France. On intervient dans une vingtaine de grandes zones géographiques en France et on a accompagné plus de 4000 projets en 10 ans. Quand je parle de projet, ça peut être de l'achat d'un studio à partir de 80 000, 100 000 euros tout inclus, jusqu'à un immeuble entier qui peut compter 20-25 logements et pour des projets qui font bien évidemment plusieurs millions d'euros. Et on fait ça avec passion. À titre personnel, je suis également investisseur immobilier avec mon associé Michael. On a lancé une chaîne YouTube qui a plus de 15 millions de vues où on apprend aux gens à investir. Et on est nous-mêmes investisseurs. Je possède beaucoup de biens qui sont exploités, loués, ce qui fait que je comprends les problématiques des investisseurs. Oui. Et on aime l'immobilier et on est persuadé surtout que l'immobilier peut changer des trajectoires de vie sur la partie financière en sécurisant un avenir financier sur la partie retraite, en sécurisant sa famille ou en générant des revenus complémentaires. Voilà la présentation. Super, merci beaucoup Manuel. Les internautes, on a Christophe qui est à Bangkok et Olivier Pierre, ou à moins que Pierre Ravon ce soit le nom de famille, enfin bon, en tous les cas Olivier Pierre Ravon, donc salut Olivier Pierre, qui sont connectés et qui ont mis un petit message. Olivier Pierre est à Bucarest. Les internautes, essayez d'utiliser le petit onglet questions et non pas le petit onglet chat, si vous voulez bien. Question, poser une nouvelle question. Donc Christophe et Olivier Pierre, je vous ai vu, mais si vous voulez bien les autres, allez, connectez-vous.
envoyez des petits messages, dites-nous où vous êtes, et puis surtout commencez à poser vos questions. Moi, je dirais que pour commencer ce webinaire, Manuel, ça m'intéresserait assez que tu me donnes un peu de contexte, parce que en 2023, on a beaucoup, je dirais, décrié l'immobilier, hein, quelque part. C'est une réalité, l'immobilier locatif. Donc là, on a affaire à des internautes qui se projettent sur 2024, qui envisagent d'investir dans l'immobilier locatif en France l'année prochaine. Ils ont peut-être été freinés, effrayés. On a parlé d'inflation, de hausse de taux, de difficultés d'emprunt, de réglementation autour de la DPE. C'est le thème du webinaire. Si 2024 a été synonyme d'opportunité, en quoi finalement tu dirais, Emmanuel, avant même d'entrer dans les détails de toutes ces questions, tu dirais finalement c'est le bon moment? Je suis persuadé que c'est le bon moment et j'en suis tellement persuadé qu'à titre perso, on dit toujours faites ce que je fais et pas ce que je dis. À titre personnel, j'ai acheté 2 biens à Paris, une maison en région parisienne et là je suis en train de me positionner encore sur un autre bien. Donc moi je suis persuadé, je vais vous expliquer pourquoi bien sûr tout de suite. Déjà, si on fait un panorama de marché, l'immobilier n'est pas décrié. Les Français veulent toujours acheter. Le problème, c'est qu'ils sont, les Français ou d'autres d'ailleurs, mais ils sont plutôt bloqués pour 2 raisons. Comme tu l'as dit, on a une hausse des taux d'intérêt, même si on est sur des taux qui sont parmi les plus bas au monde en France, entre 4 et 4,5% sur 20 ans aujourd'hui à taux fixe. Effectivement, on est passé de 1% il y a 2 ans à 4,5%. Donc forcément, ça a rogné le pouvoir d'achat des emprunteurs puisque pour la même mensualité de 500 euros, par exemple par mois ou de 1 000 euros par mois, avant on pouvait emprunter pour 1 000 euros par mois, on pouvait emprunter 200 000 euros et maintenant on va avoir 25% de pouvoir d'achat en moins, donc on peut emprunter plus que 150 000 euros avec la même mensualité. Pourquoi ? Parce que les 50 000 euros restants finalement sont rognés par le poids des intérêts. On rembourse beaucoup plus d'intérêts. Donc forcément, on a moins de capital en face. Donc ça, c'est la première chose. C'est surtout une question de moyens. On voit qu'on a des emprunteurs qui ont été désolvabilisés. Ils pouvaient emprunter concrètement 200 000 euros, ils peuvent emprunter plus que 150 000, même avec toute la bonne volonté du monde. On voit que ça a changé l'équilibre financier des projets. Forcément, pour la même mensualité, vous avez un bien plus petit, donc qui va se louer moins cher parce que vous avez un bien à 150 000, ça se loue moins cher qu'un bien à 200 000. Donc voilà, donc on voit que il y a un aspect blocage financier, pas forcément sur l'appétence des investisseurs. Certains, bien sûr, se sont découragés, ayant eu des refus des banques qui se sont dit j'y vais plus. Et forcément, le marché est bloqué parce que d'un côté, on a des vendeurs qui sont toujours dans l'ancien système à se dire mon bien vaut 200 000, je veux pas le brader. Et on a des acheteurs qui disent je voudrais te l'acheter 200 000, mais je peux plus parce que j'ai plus de budget, donc il faut que j'achète 150 000. Je schématise, mais on est un peu là-dedans. Ce qui fait que concrètement, qu'est-ce qu'on voit sur le marché ? Puisque c'est ça qui va vous intéresser. Ce qu'on voit sur le marché, c'est que les prix ne se sont pas effondrés. Ça, je tiens quand même à le dire. Les volumes, en revanche, de vente ont baissé de manière importante, puisqu'on était sur 1 100 000 transactions l'an dernier. 2022, 2023, on va atterrir sur 850 à 900 000 transactions. Une baisse de 20%. Et 2024, on aura encore moins de transactions. Certains disent entre 600 et 700 000. Donc, c'est une baisse de volume de transactions qui est très important. Concrètement, ça veut dire que le marché se grippe. Et donc, quelles sont pour vous, investisseurs, les opportunités ? Est-ce qu'il faut y aller ? Est-ce qu'il ne faut pas y aller ? Le marché se grippe puisque les vendeurs ne bougent pas de leur position ou très peu. Ils commencent à bouger certains, on va en parler. Et les acquéreurs veulent négocier parce qu'ils n'ont pas le choix aussi. Ils ont moins de budget. Donc, on a une offre et une demande qui se rencontrent moins facilement, ce qui fait qu'on a une chute du nombre de transactions en France, comme je l'ai dit. Et pour autant, les prix ne dégringolent pas. Les prix baissent, ça c'est une réalité, surtout sur Paris, Lyon. On va avoir une baisse de 6%, c'est ce qu'on constate à Paris en 2 ans. C'est une baisse conséquente, mais c'est pas non plus un effondrement. Et dans certaines villes, comme les plus belles villes du Sud, où certains ont pris la décision de vivre, Hervé, je fais un clin d'œil à Hervé parce qu'il vit à Nice, et les prix continuent de monter à Nice légèrement, ils sont stables et légèrement en hausse, donc on voit que c'est pas une baisse de partout. Globalement, sur la France, on parle d'une baisse d'environ 3%, ce qui est quand même une baisse contenue sur la valeur des biens. Donc là, je parle du montant des ventes. Okay ? En revanche, ce qui est très intéressant pour moi et pour vous, en tant qu'investisseur, c'est que dans certains cas, on peut vous aider à faire des négociations qui sont des négociations bien plus importantes que 6% de baisse. Parce que quand un vendeur veut vendre, comme le marché est moins liquide, pour les vendeurs qui, malheureusement ou heureusement parce qu'ils héritent, mais malheureusement parce que souvent on perd un être cher, sont dans le cadre d'une succession, qui sont obligés de vendre vite parce qu'ils doivent payer des droits de succession, qui doivent déboucler la succession. Et bien malheureusement pour eux, on voit qu'on a quelques vendeurs qui sont obligés de négocier plus fortement et qui vont accepter des baisses plus fortes, surtout sur des biens qui ne sont pas rénovés,
qui sont des passeurs thermiques, on en parlera après. Donc ces vendeurs-là vont accepter des négociations plus importantes et là, on peut faire quelques bonnes affaires, selon moi. Ouais. Après, un point qui me semble intéressant par rapport à ce que tu dis, Manuel, c'est que en fait, c'est une correction parce que ça va augmenter quand même très fortement sur les 10-15 dernières années. Ouais, on sait que le marché immobilier, c'est un marché cyclique. Hein, donc, moi, je vous dis comment je pense en tant qu'investisseur, pas pour vous parler de moi, entre guillemets, on s'en fout. Mais j'ai deux casquettes. J'ai la casquette investisseur et propriétaire de biens et la casquette où j'aide des gens à investir. Donc, ça serait, si j'avais que la casquette j'aide des gens à investir, on pourrait me dire, Manuel, mais toi, tu as intérêt à vendre. Donc, ce que tu nous dis, c'est du blabla. C'est pour ça que je vous précise que moi-même, je suis en train d'acheter. Je peux vous montrer les biens, c'est une réalité. Pourquoi je vous précise ça? Pour vous dire que j'applique et je crois en ce que je dis. Pourquoi moi j'achète et pourquoi, selon moi, en tant qu'investisseur, vous devez acheter en ce moment ou l'année prochaine? Pour une raison très simple. Aujourd'hui, vous allez emprunter avec un taux à 4,5%. C'est ce que j'ai eu. J'ai eu 3,9% sur un bien dont je suis devenu propriétaire à 2 mois. Je suis en fin de travaux. Et j'ai eu, et je vais avoir, parce que j'ai pas signé encore l'offre de prêt, je vais avoir dans les 4,3% sur 20 ans avec le CIC sur un bien que je suis en train d'acheter. Pourquoi? C'est intéressant parce que je me dis, je vais faire une bonne affaire parce que le marché est grippé, donc je vais acheter pas cher, des prix que j'aurais pas pu avoir il y a 2 ans et des prix que j'aurais pas pu avoir même il y a 7 ans à Paris. Et en parallèle de ça, j'emprunte à 4%, mais quand les taux vont rebaisser, c'est mon hypothèse en tant qu'investisseur, je vais pouvoir renégocier à la baisse ce taux. Donc ce taux à 4,3% dans ma tête d'investisseur, et je vous invite à réfléchir comme ça, il faut vous dire, ok, j'emprunte à 4%, c'est plus élevé que ce qu'il y avait avant, c'est une réalité. Mais c'est pas grave, parce que ce taux à 4%, je vais le subir pendant combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Bon. Moi, mon hypothèse, c'est que dans 2 ans, je baisse ce taux de 4,3 à 2,5. Voilà mon hypothèse. Ouais. Et donc, je vais me retrouver à avoir acheté un bien à un très bon prix, et demain, à renégocier mon taux, donc à avoir le double effet positif d'avoir bien acheté parce que le marché était grippé, et d'avoir en plus un taux qui va être bas, puisque je vais pouvoir le renégocier à la baisse. Et vous pouvez le renégocier à la baisse parce que la France protège les emprunteurs et vous permet d'avoir des pénalités de remboursement anticipé pour rachat de prêt ou pour renégociation qui sont limitées à 2 trimestres d'intérêt seulement, ce qui est rien du tout. Donc on a ça aussi, cette facilité en France. Et le dernier effet hyper positif en tant qu'investisseur que vous devez garder en tête, je l'ai dit, vous empruntez aujourd'hui à des taux qui sont plutôt élevés, bon, plus bas que si vous êtes aux États-Unis ou ailleurs en Asie. Parfois, c'est 8% les taux là-bas, donc on est sur des taux bas. Mais vous allez pouvoir renégocier votre taux à la baisse demain. Vous, avoir ces taux entre guillemets élevés aujourd'hui et ce marché grippé, ça vous permet de négocier les biens à l'achat. Et le troisième effet très positif, c'est que les loyers ne cessent d'augmenter. Vous empruntez à taux fixe et les loyers augmentent de 3% par an. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui… Comment ? À cause de l'inflation. À cause de l'inflation, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un loyer à 500 €, enfin à cause de plusieurs effets, mais de l'inflation. Oui. Votre loyer que vous encaissez aujourd'hui à 500 €, l'année prochaine, c'est 515 €. L'année d'après, c'est 532 €. L'année d'après, c'est 550 €. On se rend compte que dans la durée, c'est ce qui a enrichi nos parents. Moi, j'ai 37 ans. Quand je vois mes parents qui avaient emprunté avec des taux d'intérêt très élevés, eux, ils étaient à 14% sur les maisons qu'ils ont construites, mais les loyers augmentaient aussi. Donc voilà, donc ils se sont enrichis finalement dans la durée. Donc vous allez faire des bonnes affaires aujourd'hui, renégocier votre taux demain et avoir des loyers qui augmentent avec des mensualités fixes. Ben voilà, pour moi, il y a clairement une opportunité à saisir et c'est ce que je m'applique à faire. La difficulté, c'est d'arriver à emprunter puisque les banques sont plus frileuses, c'est compliqué. Donc voilà, ça c'est la difficulté. Si vous surmontez ça, pour moi, c'est un très très bon moment pour investir. Parfait. Allez, on va passer aux questions des internautes. Les internautes, on a Vincent Albert qui est… Alors, je ne sais pas si c'est Albert ou Vincent le prénom, mais enfin bon, bienvenue Vincent d'Istanbul. Utilisez bien le petit onglet questions et Christophe a commencé avec des questions. Il nous demande quelle est la dynamique du marché locatif en 2024, enfin, comment tu l'aperçois? Donc, tu l'as dit, en fait, il y a une forte demande, il y a de l'inflation, donc les loyers vont aller à la hausse. Il y a une pression en France, je crois aussi, par rapport aux besoins de logement, tout simplement. Exactement, ouais, j'en ai pas parlé de ça, mais c'est pas qu'une question d'inflation, la hausse des loyers. C'est qu'aujourd'hui, on voit que les promoteurs, donc les constructeurs de logements neufs, sont en difficulté pour plein de raisons. Historiquement, si on regarde sur les 10 dernières années, il y a eu des lois spécifiques où on leur a mis des bâtons dans les roues pour construire dans beaucoup de communes de France. Donc, on a un déficit de construction. On a des logements qui sont sortis et qui vont sortir du parc locatif parce qu'ils ne respectent pas les obligations du DPE. Et donc, en fait, on a un manque de logements qui est en train de s'accentuer de manière très importante.
on a une crise du logement sur la location qui va favoriser les propriétaires bailleurs qui sont en mesure de proposer un logement qui répond aux conditions des DPE et qui sont en mesure d'avoir des logements. Donc, on n'a jamais eu autant de tension sur la location, ce qui est positif pour un investisseur immobilier. Il va avoir un parc plein. Christophe demande est-ce qu'il y a des villes ou régions en France investir en particulier et il cible particulièrement Lyon. Il demande est-ce que Lyon c'est une bonne projection pour acheter là maintenant, pour réaliser un investissement. Alors ça dépend toujours. Si je vous dis que Lyon c'est pas bien, Christophe, vous allez m'en vouloir. D'autant plus que moi je suis savoyard, donc je suis assez proche de cette ville que j'aime beaucoup. Néanmoins, c'est pas à Lyon que je me positionnerai pour répondre à la question. Pourquoi ? Lyon, c'est une ville fantastique. On y a fait beaucoup de projets à l'époque. On en fait quasiment plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que à Lyon, vous avez des prix qui sont montés en flèche et qui sont en train de décrocher, qui ont déjà bien décroché. Le problème, c'est qu'en fait, les rendements locatifs à Lyon sont inférieurs aux rendements locatifs à Paris. Donc là, je vous pose la question, Christophe. Si vous devez choisir entre la capitale économique, capitale culturelle, capitale mondiale de Paris, avec le réseau de transport, le projet du Grand Paris, le tourisme, il y en a aussi à Lyon, mais pas dans la même mesure, et la ville de Lyon, laquelle ville il faut choisir ? Moi, en tant qu'investisseur, je me positionne plutôt à Paris. Donc Lyon, pourquoi pas ? Si c'est votre ville de cœur, que vous souhaitez, vous avez un projet personnel avec de l'affect à Lyon, il faut le faire. Je ne suis pas là pour vous dire n'achetez pas à Lyon. Et après, il peut y avoir aussi de bonnes affaires à Lyon. En règle générale, ce n'est pas la ville qu'on va privilégier. Et les villes, moi, je crois beaucoup en Paris, qui est en train de redevenir plus accessible avec cette légère baisse et des opportunités qui sont faisables. Et après, on va avoir des villes à rendement. Nous, on est capable d'accompagner nos clients dans plein de villes en France, mais on fait des projets à Marseille. Vous avez un mix rendement patrimoine avec une ville qui s'est beaucoup améliorée ces dernières années. On va faire des projets à Toulon. Toulon, c'est une super ville du Sud. Il y a eu des grands projets dans la ville, une belle rénovation. Les prix sont en train de monter. C'est la ville qui a le plus augmenté sur la dernière année, avec presque 10% de hausse, mais il reste des affaires à réaliser. On peut faire de la courte durée en plus pour exploiter et être plus rentable. On fait des projets en Bretagne. On fait des projets, alors en Bretagne, on fait du Brest et on fait du Vannes, donc c'est deux secteurs assez différents. Vannes est beaucoup plus patrimonial, bien évidemment, pour ceux qui connaissent. Une ville très, très mignonne où on arrive à faire du locatif, où ça se loue très bien et on a quand même de la renta. Et après, on va aller dans le nord, on va faire du Lille, on va faire du Havre, du Caen, du Rouen, enfin… On est capable quasiment de vous accompagner dans toutes les villes. Ça dépend de votre stratégie, Christophe. Est-ce que vous voulez plus du rendement, plus du patrimoine ? Pour ça, vous pouvez prendre rendez-vous avec notre équipe. Ça ne vous engage à rien. Et ils vont regarder avec vous votre projet, vos objectifs et vous conseiller en fonction de ça les meilleures villes. Peut-être, Manuel, ça serait intéressant que tu nous expliques comment tu travailles avec tout un réseau en province, dans toutes les villes, pour justement déterminer les potentiels de rendement, les possibilités, là où le marché est un peu plus ouvert, là où c'est un peu plus fermé parce qu'il y a moins de biens ou plus cher. Oui, alors nous, en fait, comment on travaille clairement, l'immobilier, c'est quelque chose de local. Donc, on a des chasseurs immobiliers locaux qui vont chercher toute la journée pour nos clients. Donc, ils cherchent sur les sites, ils font les visites, ils négocient les biens, ils cherchent par le réseau off-market. Donc, ils parlent avec des agences, avec des notaires, avec toutes sortes d'acteurs qui sont susceptibles d'avoir les bonnes affaires. L'objectif, c'est d'être vos yeux, vos oreilles et votre expert sur place pour vous aider à faire les meilleurs choix. Quand on trouve un bien, le chasseur va estimer avec nos archis le montant des travaux, le montant des meubles et les loyers futurs. Et dès le départ, vous avez une projection financière. Au moment où on vous dit, voilà le projet qu'on a trouvé pour vous, voilà pourquoi on pense qu'il est intéressant, voici combien ça va vous coûter, combien vous allez louer. À partir de là, vous avez absolument toutes les infos pour être en mesure d'arbitrer si oui ou non vous souhaitez vous positionner, avancer. Voilà. Qu'est-ce que tu privilégies, Manuel, plutôt donc on parle d'investissement locatif, donc plutôt un investissement locatif à louer en meublé, je crois que fiscalement c'est intéressant, ou est-ce que par exemple vous travaillez aussi par exemple sur du saisonnier, je sais pas, du saisonnier à la montagne, à la mer, quelle est ta vision par rapport à ce marché-là ? Alors, on travaille, nous, on fait un petit peu de tout. Donc, la plupart des biens sont des biens loués meublés, à la base plutôt en longue durée. La courte durée, c'est intéressant, ou même la moyenne durée, parce que maintenant, il y a de la moyenne durée, il y a ce qu'on appelle des beaux mobilités sur plusieurs mois. C'est intéressant. Néanmoins, la courte durée, attention, c'est réglementé dans beaucoup de villes. Vous ne pouvez pas acheter à Paris un bien classique et faire de la courte durée. C'est interdit, c'est illégal. Vous aurez des problèmes, vous allez payer des amendes, donc ça ne marchera pas. Donc, il y a des villes qui le permettent. Au Havre ou à Toulon, par exemple, on peut encore faire de la courte durée. À Nice, on peut le faire. On fait des très beaux projets à Nice aussi. Je n'ai pas parlé tout à l'heure sur la Côte d'Azur, on aime beaucoup.
Et souvent, ça plaît aux non-résidents. Notre clientèle de non-résidents, souvent, c'est Paris ou Côte d'Azur, quoi. Voilà, globalement, je schématise. On est capable de le faire. À Nice, c'est encadré. Vous pouvez le faire pendant 6 ans, non renouvelable en tant que particulier. Ou si vous achetez de la commercialité, on peut vous accompagner aussi là-dessus. On change en fait la destination du bien pour un bien commercial. Et là, vous pouvez l'exploiter de manière définitive, mais il faut racheter de la commercialité en payant environ 900 € par mètre carré. En plus, comme une taxe, si vous voulez, pour transformer le bien. Donc, il y a des règles qui diffèrent de ville en ville. Et la courte durée, c'est intéressant, mais ce n'est pas possible partout. Et la réglementation tend à durcir les lois sur la courte durée dans les différentes villes de France. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, Hervé. Oui, si. Et peut-être tu peux nous rappeler en quoi la fiscalité est intéressante pour nos non-résidents, parce que la plupart de nos internautes là, sont à l'étranger, sur le meublé, en fait. Il faut quand même plus privilégier, d'ailleurs je crois qu'en France aussi, d'ailleurs, même si on est basé en France, il vaut mieux privilégier louer un bien meublé que non meublé. Il y a un régime qui s'appelle le loueur meublé non professionnel ou le loueur meublé professionnel et qui permet effectivement à un investisseur de ne pas payer d'impôts parce qu'il va passer des choses en déficit, des choses en amortissement, des charges. Et en fait, il va avoir un loyer imposable, mais avant l'impôt, il va être diminué ce loyer par l'amortissement du bien, l'amortissement des travaux, l'amortissement des meubles. Ensuite, le déficit, les frais de notaire, nos honoraires passent en déficit. Ensuite, les charges de copro, taxes foncières, etc. Arrivé au bout, vous avez un résultat imposable qui va être taxé à la tranche minimale de 20% plus 17% de CSG-CRDS selon le pays. Il y a de la CSG-CRDS, si vous êtes en Europe, vous ne la payez pas. Il y a un autre impôt, bon, je schématise, mais on va dire 37% du bénéfice imposable, si je peux l'exprimer comme ça, qui est à zéro. Donc, vous ne payerez rien. Si vous êtes loueur meublé professionnel et que vous dépassez certains seuils, vous allez devoir payer une adhésion minimale à la sécurité sociale des indépendants, l'ancien RSI, qui va être de 1 100 € par an et qui va passer elle aussi en charge. Donc en règle générale, ça ne vous coûte pas grand-chose et ça vous permet d'affecter les loyers au remboursement du prêt et de ne pas faire partir les loyers en impôts. À l'inverse, si vous louez votre bien en location nue, ça va être des revenus fonciers. Donc là, c'est simplement est-ce que je meuble le bien que je loue en meublé ou est-ce que je le loue en nu. Si je loue en nu, vous allez payer beaucoup d'impôts dessus et donc ça sera beaucoup moins intéressant pour vous en tant qu'investisseur. Et vous, Manuel, vous pouvez aider les gens à faire les travaux, à se meubler, à avoir le mobilier, parce que bon, quand on est loin, c'est pas forcément évident. Bien sûr. Donc l'avantage, c'est qu'on gère absolument tout pour vous. On a créé un outil qui a été amélioré pendant 10 ans, ça fait 10 ans qu'on existe. Vous parlez avec l'architecte, le chasseur immobilier, le décorateur, les gestionnaires directement dans l'outil, dans votre interface en ligne. Vous pouvez bien évidemment les appeler, faire des FaceTime, etc. Mais le but, c'est que vous n'ayez pas à vous déplacer. On a des gens qui investissent avec des décalages horaires très importants, Nouvelle-Zélande, Australie, donc à l'autre bout du monde, et qui font des projets en France grâce à notre service. Et nos frais, en plus, je l'ai dit, mais passent en charge. Donc, quand vous allez payer 10 000 € de frais pour gérer le projet, ça va en fait vous coûter 10 000 €, comme ça passe en déduction, moins 37% en tant que non-résident. Donc, globalement, 6 000 quand on vous facture 10 000. Voilà. Donc, c'est un service qui vous apporte de la valeur. Et le coût final n'est pas, par rapport à si vous faisiez le projet seul, n'est pas si important par rapport à la valeur créée. Parfait. Allez, on reprend les questions des internautes. Posez bien vos questions, les internautes, sur le petit onglet questions qui est en bas à droite. Posez une nouvelle question, c'est très facile. On a une question de Vincent qui demande: n'est-il pas plus intéressant au vu de la fiscalité d'investir dans d'autres pays que la France? Proposez-vous aussi cette prestation? Alors, est-ce que c'est pas le moment d'aller contre une idée un petit peu préconçue, comme quoi la France est un enfer fiscal? Bah ouais, ça c'est une idée préconçue, mais plus je découvre les autres pays et plus je me dis qu'au contraire, on a beaucoup de chance. Je passe beaucoup de temps pour des raisons perso aux États-Unis et j'ai découvert notamment, je crois qu'on en a parlé, mais dans certaines villes, par exemple en Californie, pour prendre un exemple, ils ont une property tax, l'équivalent de notre taxe foncière, qui est colossale. Elle est basée sur la valeur d'achat du bien. Et aujourd'hui, les gens ne peuvent même pas revendre un bien pour racheter un autre. Enfin, ils peuvent, hein. Mais aujourd'hui, ça dépend des États américains, elle est entre 2 et 4% de la valeur du bien. C'est colossal. 2 et 4% de la valeur du bien, c'est bien supérieur, pour vous prendre un exemple, à l'impôt sur la fortune immobilière. Bien supérieur. Ouais. Au Texas, à Houston, où j'ai des amis, ça monte à 4%. Et bon, moi, mes amis, ils sont très très riches, ils sont dans le pétrole en l'occurrence, plus riches que moi, mais du coup, sur des propriétés, ça n'a aucun sens. 4% de la valeur d'une propriété. Voilà, donc ça, c'est pour les États-Unis. On a globalement des taxes dans tous les pays. En France, la taxe foncière est faible, surtout dans les grandes villes comme Paris ou Nice, où on a une économie intéressante. Et derrière, vous allez ne pas payer d'impôt sur vos revenus locatifs, ce qui est une énorme chance. Ça va vous permettre de vous aider à rembourser pendant des années. Et en tant que non-résident,
Ça dépend du pays où vous êtes. Le pays où vous êtes peut vous prendre un impôt supplémentaire en plus de l'impôt français qui sera à zéro. Si vous êtes aux États-Unis, par exemple, vous ne paierez pas beaucoup d'impôts parce qu'il y a un système d'amortissement. Si vous êtes en Angleterre, en toute franchise, vous en payerez un peu plus parce que le système anglais est fait de cette façon-là. Ça va dépendre des pays, tout simplement. Ouais. Et ce qu'il faut rajouter, bon, c'est un cadre quand même légal en France, une stabilité, un besoin de logement, et aussi, c'est ce qu'on disait au début du webinaire, c'est cette possibilité de taux renégociables, parce que dans plein de pays aujourd'hui, les taux, dans tous les pays aujourd'hui, les taux sont élevés, mais on ne pourra pas les renégocier. Exactement. Oui, non, mais il y a énormément d'atouts. On emprunte à taux fixe. Dans beaucoup de pays, c'est à taux variable. On peut se financer. Il y a plein de pays qui vont globalement pas trop vouloir financer les non-résidents. On a, tu l'as dit, des taux qui sont compétitifs. Enfin, il y a plein d'atouts. L'économie est résiliente. Comme on a beaucoup de fonctionnaires et beaucoup de services publics, c'est un défaut, mais en cas de crise, ça tient. Ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis, où quand à New York, tous les logements sont vidés, on est propriétaire, c'est plus compliqué. Donc, on a une résilience du modèle français. Et non, on a des atouts. On a un beau pays avec beaucoup d'atouts. Bon, super. Allez, les internautes, posez bien toutes vos questions. On est à peu près à la moitié du webinaire avec Manuel Ravier, le cofondateur, président d'investissementlocatif.com, expert évidemment de l'investissement locatif en France depuis plus de 10 ans, lui-même investisseur. J'ai une question de Christophe qui aborde les DPE. Alors, on n'a même pas décliné l'acronyme, ça serait bien de le faire. C'est le diagnostic de performance énergétique. C'est pas moi l'expert, mais je crois que c'est bien ça. Et est-ce que, Manuel, tu peux nous dire déjà qu'est-ce que c'est? Parce que ça n'existe peut-être pas dans tous les pays. Comment ça marche? Et puis un petit peu, du coup, comment, quand on réalise un investissement, on doit le prendre en compte? Oui, alors le DPE, c'est très simple. C'est, comme tu l'as très bien dit, diagnostic de performance énergétique. C'est un peu une carte de l'état du bien en matière de consommation d'énergie, d'isolation, etc. Ça a été fait pourquoi? Parce que vous le savez, en France, on est très sensible à l'écologie. C'est un pays qui se veut à la pointe en termes d'écologie et d'engagement environnemental. Et les bâtiments, que ce soit les bâtiments de bureaux ou les bâtiments résidentiels, font partie des premiers postes de consommation d'énergie au sein de tous les pays d'ailleurs. Et donc, il y a plein de mesures. Une qui me déplaît fortement, c'est qu'on éteint la Tour Eiffel à 23h45 maintenant. C'est d'une tristesse. On éteint la Tour Eiffel, à 23h45 parce qu'Anne Hidalgo a voulu le faire. Voilà. Mais au-delà de ça, sur l'isolation des bâtiments, on s'est dit, si on rénove les bâtiments, eh bien, les gens vivront mieux, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Et en plus, on va avoir une démarche environnementale positive. Donc, c'est quelque chose évidemment de très, très bien. En revanche, la mise en œuvre est forcément plus douloureuse. Pour inciter les gens et pour les obliger, les contraindre, la France a dit, si vous ne respectez pas une certaine lettre et une certaine consommation d'énergie, vous serez interdit, non pas d'habiter, vous pourrez habiter dedans, mais de relouer vos biens à partir d'un certain calendrier. Calendrier où il y a une première étape début 2023, il y a une deuxième étape 2025, et il y a des étapes après ensuite comme ça successives, où globalement on serre la vis. Plus les années passent et plus il faut que les logements soient mieux isolés, voilà, en fonction d'objectifs. J'ai vu la question quelle est la lettre à respecter. Globalement, il va falloir arriver à la lettre D pour 2032. Il faudra que tous les logements qui sont D, c'est la dernière lettre que le gouvernement ambitionne d'atteindre pour les logements anciens, pour que les logements qui sont au-delà de D, donc qui sont E, F ou G, ça fonctionne comme ça le barème, soient interdits à la location à partir de 2032. Voilà. Donc quand on fait, nous, une rénovation, on vise la lettre D. Mais est-ce que c'est vraiment un frein ou est-ce que finalement c'est une question d'opportunité? Parce qu'on peut se dire aussi, on achète un logement qui est dans la, je sais pas, F par exemple, et en faisant les travaux, on le rend de nouveau accessible à la location. Bien sûr, tu as tout à fait raison. C'est ce que je dis souvent, c'est que c'est pas un état définitif, c'est un état passager, la lettre. C'est-à-dire que j'ai un logement qui est classé G, mais je l'améliore, il va être D, potentiellement. Mais ça nécessite des travaux. Tout le monde n'a pas les moyens de faire les travaux, notamment les anciens propriétaires du bien, et donc ou n'ont pas forcément l'envie. On peut avoir aussi des propriétaires qui disent l'État français, excusez-moi de parler comme ça, m'emmerde avec toutes ces contraintes. Je sors mon bien de la location, je le laisse vide. Voilà. Ouais. Il y en a qui font ça, donc et donc ça retire des biens et je le vendrai peut-être plus tard ou je le ferai plus tard. Donc ça retire des biens de l'offre locative. Ça, c'est la réalité. Mais on peut tout à fait isoler, rénover, changer
le système d'aération, les fenêtres, l'isolation des murs, des perditifs. Et on sait faire, ça fait partie bien évidemment de notre expertise. Quand on rénove, on va s'occuper que le bien qu'on vous vend, quand on vous vend un projet, il soit bien évidemment classé D minimum après la rénovation, bien évidemment. De toute façon, on a déjà fait des webinaires ensemble, Manuel, et j'ai le souvenir que tu recommandes plutôt d'acheter un bien avec, pas forcément tout le temps, mais acheter un bien avec des travaux à faire. Bien sûr. Plutôt, ça apporte de la valeur en fait. Alors pourquoi? Parce que quand on achète un bien à rénover, on va pouvoir financer les travaux avec le prêt, donc déjà en un. On repart sur un bien qui est entièrement rénové, donc on est tranquille pendant des années sur l'aspect plomberie, électricité, etc. Deuxièmement, on sait qu'on a des standards chez investissementlocatif.com. On va meubler le bien, le décorer, l'aménager et faire les travaux pour que ce soit coup de cœur, mais qu'on ne surinvestisse pas. Je prends l'exemple, je ne vais pas vous mettre du marbre dans la cuisine parce que ça peut être fragile le marbre et qu'en plus ça va coûter très cher et que vous n'allez pas retrouver le coût du marbre posé en règle générale dans votre loyer. On ne va pas mettre un parquet pointe d'Hongrie. En revanche, on va mettre un parquet solide et ça va être joli. Voilà. Et ensuite, tout simplement parce que ça va nous permettre de remettre aux normes énergétiques le bien dans l'enveloppe travaux. On va isoler les bons murs, faire les bonnes choses. Vous vous retrouvez qu'un bien entièrement rénové, donc coup de cœur, solide pour des années et qui remplit la bonne lettre. Et en plus, ça va permettre d'acheter pas cher, puisqu'on achète un bien vétuste en général, on le rénove et donc on se retrouve derrière à avoir un bien qui va être négocié au maximum lors de l'acquisition. Voilà, c'est le but. C'est-à-dire que ça induit aussi une valorisation du bien en lui-même et une éventuelle plus-value à la sortie. C'est ça, tout à fait. Ouais. Ok. Allez, les internautes, on continue avec les questions avec Manuel. On a une question de Stéphane Manuel qui aborde le financement. Et d'ailleurs, c'est un sujet où j'aurai aussi des questions et les internautes, vous en avez certainement. Il demande déjà, est-ce que vous accompagnez les dossiers de financement? Alors, vous n'êtes pas une banque, mais explique-nous, Manuel, comment vous accompagnez vos partenaires, vos clients sur ce sujet-là. Alors, on a un service, nous, on aide nos clients, on n'est pas courtier. On va vous orienter vers des partenaires, on va suivre le dossier avec vous, mais avec des partenaires qui savent financer spécifiquement, qu'on a sélectionné au cours des 10 dernières années, qui savent financer justement des dossiers de non-résidents. Et on va suivre le dossier avec vous pour être sûr que ça avance dans la bonne direction. Voilà. Alors, même si ce n'est pas ton métier, est-ce que tu sais quand même globalement quels sont les critères qui sont retenus? Comment est-ce qu'il faut amener pour avoir un dossier qui passe? Parce que c'est vrai que c'est souvent un sujet, le financement de non-résidents qui n'ont pas forcément leur revenu en France. Donc, les banques sont sourcilleuses. Vous avez des partenariats. Pardon? Je dis même avec les Français, la première chose, c'est de ne pas se décourager. Le financement, il faut partir du principe que ça va être quelque chose de laborieux, malheureusement. On a beau faire tout ce qu'on veut, c'est quelque chose de laborieux et donc il faut partir de ce postulat et de se dire voilà, c'est laborieux mais on va y arriver par la suite et on arrivera à faire des choses sympas. Donc nous on va vous accompagner. Stéphane, vous pouvez nous solliciter, ça ne vous engage à rien. Je vous avais mis le lien, je vais le remettre, le lien pour prendre un rendez-vous avec mon équipe. Je vous invite vraiment à prendre un rendez-vous pour essayer d'affiner le projet et on pourra derrière vous mettre en relation avec les bonnes personnes sans engagement. Vous pourrez voir votre capacité à lever de la dette en France, dans quelle mesure. Voilà. C'est aussi simple que ça, Stéphane. Globalement, les banques vont quand même demander de l'apport pour les non-résidents. Vont demander entre 35 et 40% d'apport ou de contrepartie sur le projet. Donc ça, c'est la réalité pour les non-résidents. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir mettre 40% d'apport dedans, mais ça va être par exemple 15-20% d'apport et 20% de placement qui va être nanti. Globalement, ça va être ça. C'est de l'hypothèque en fait, c'est-à-dire la banque veut que vous ayez un placement chez eux qui garantisse en fait le prêt. Exactement. D'accord, très bien. Et avec ces montages-là, c'est tout à fait envisageable. En gros, il faut avoir un apport d'un tiers, c'est à peu près ça, Manuel. Et à partir de là, on peut obtenir relativement facilement. Apport d'un tiers entre un tiers et 40%. Et à partir de là, vous allez travailler sur le dossier avec le courtier. Mais on a des gens qui savent faire. Encore une fois, il ne faut pas hésiter à parler de votre cas particulier parce que chaque cas est différent selon votre situation, le pays, votre type de contrat de travail. Mais globalement, on sait faire. On a les bons partenaires pour ça. Alors, quand j'imagine, je suis dans le cas de figure d'un de nos expatriés là, qui se sont connectés aujourd'hui. Je te contacte. Comment ça se passe? C'est-à-dire que vous faites un audit par rapport à mes attentes, par rapport à mon âge, ma situation familiale, patrimoniale, mes revenus. Comment j'imagine un petit peu les choses. Comment ça se passe un petit peu? Parce que
effectivement, on peut avoir 1 million d'euros à placer ou on peut en avoir 100 000, c'est pas pareil. Ouais. Donc, ça, c'est justement l'intérêt du premier rendez-vous. On va parler de ta situation et des villes où tu veux investir et puis de ta situation bien évidemment financière. Qu'est-ce que tu peux lever comme dette? Quel est l'argent que tu veux injecter dans le projet en termes de cash? Puisqu'on sait que les non-résidents souvent gagnent mieux leur vie que des Français résidents. Et on sait que souvent les non-résidents, parfois, ils sont en mesure de mobiliser plus d'apports. Voilà. Donc, on va étudier ça et à partir de là, on va te dire le budget possible aujourd'hui en fonction de tes revenus, de ton apport, c'est tant. Quelles sont les zones qui t'intéressent le plus? Soit tu as déjà une ville cible, soit tu vas nous dire moi je veux plus du rendement ou je veux plus du patrimoine, et à partir de là, on va ajuster, tout simplement. Voilà. Et te montrer des exemples de projets, et ensuite, si ça te convient, lancer tout simplement les recherches pour ton compte. C'est ça l'idée. D'accord. Qu'est-ce que tu recommandes par rapport à un investisseur qui aurait un montant suffisant, par exemple, peut-être 300 000, 400 000 euros, voire un peu plus. Est-ce que tu leur recommanderais plutôt de faire plusieurs projets sur des 2 pièces, 3 pièces ou plutôt de faire un investissement sur un grand logement? Comment tu te positionnes par rapport à… j'imagine que c'est un peu du cas par cas, mais quelle est ta recommandation en général ou plutôt les points d'attention? Ouais, c'est une vraie question. Moi, je recommande rarement à un investisseur de faire all-in. S'il me dit j'ai 1 million de budget, s'il n'a jamais fait d'immobilier, alors, il y a 2 cas. Il y a le cas d'un investisseur qui me dit moi, je veux un immeuble de rapport, il sait ce qu'il veut. On va lui trouver un immeuble qui a des avantages. Soit on va lui dire, voilà, avec les 1 million de budget, on va lancer 2 projets. Mais on va rarement dire, tu as 1 million de budget, on va faire 10 projets à 100 000. On va même jamais le faire. Pourquoi? Parce que l'investisseur va s'épuiser à aller voir la banque 10 fois, etc. Donc, il faut quelque chose qui soit, en tout cas, adapté à votre situation financière. Voilà. Quelqu'un qui a 1 million de potentiel d'investissement entre l'apport et la dette, par exemple, on va lui conseiller soit de faire un immeuble de rapport à 1 million si c'est son souhait, soit d'aller sur 2 à 3 projets max, parce que chaque projet est un petit peu usant sur la partie administrative. Bien sûr. Donc, on va essayer d'éviter les délais pour vous, de passer beaucoup de temps à monter des dossiers bancaires, d'aller voir le notaire 2 fois, d'avoir cette attente incompressible, etc. Voilà. Donc, répartir sur quelque chose qui soit adapté, soit 2 à 3 projets en fonction de l'enveloppe, soit un seul projet si c'est une petite enveloppe, soit certains nous disent, moi je veux un immeuble de rapport. Dans ces cas-là, on sait faire aussi également. Quand tu as aujourd'hui, par exemple, sur des logements un petit peu plus grands, on voit se développer apparemment tout ce qui est co-living, colocation. Je ne sais pas si c'est les bons termes, enfin, je crois que c'est ça, colocation pour les étudiants, peut-être co-living quand on est un petit peu plus âgé. Ça se développe pas mal dans les pays anglo-saxons, mais je crois en France aussi. Quel est ton regard sur ce type d'investissement? Alors, c'est très intéressant selon les villes. Là, il y a une expertise à avoir parce que certaines villes sont saturées en colocation. Donc, il faut être en mesure de savoir si on va louer ou pas, bien évidemment. Mais la colocation, c'est effectivement quelque chose d'intéressant qui va permettre à l'investisseur d'avoir un meilleur rendement sur des surfaces plus grandes. À Nice, on peut faire des colocations. À Marseille, on fait des très, très bonnes colocations. Voilà, en Île-de-France, on peut faire des colocations. À Paris, on peut même faire des petites colocations de 2 personnes. Ça se loue très bien. Souvent, c'est des gens qui se connaissent. Donc, c'est un petit 3 pièces. Donc, oui, on peut tout à fait exploiter en colocation. Et c'est un mode intéressant. Il y a des zones qu'on va essayer d'éviter parce qu'on sait qu'elles vont être saturées. Donc voilà. Donc, nous, on vous conseillera là-dessus selon les zones. D'accord. Allez, on a une question de Jane qui demande « Connaissez-vous la taxe sur le logement vacant ?» Elle dit « Quand le bien n'est pas loué, cette taxe est 3 fois plus élevée que l'ancienne taxe d'habitation. » Donc, je ne sais pas si tu veux nous parler un peu de ça. Effectivement. Le but, c'est que le logement ne soit pas vacant. Donc, c'est si le logement est vacant au 1er janvier de l'année. Et le but, c'est qu'il ne soit pas vacant au 1er janvier de l'année. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Effectivement, l'idée, c'est de pénaliser les bailleurs qui ne louent pas leur logement pour essayer de les pousser à louer. Donc, voilà. Quand on réalise un investissement, j'imagine qu'on est plutôt demandeur avant un loup. Ça, c'est plutôt, tu as tout à fait raison, c'est plutôt pour cibler les résidences secondaires qui seraient vides et qui retireraient des biens du marché locatif. Voilà. Et est-ce que c'est facile de louer aujourd'hui, Manuel? Je pense notamment, il y a de la demande, mais est-ce que toi, tu recommandes, par rapport à la gestion locative, de travailler avec vous, avec une agence, d'avoir une assurance, une garantie sur le loyer? Comment parce que quand on est loin, ça peut être un frein, en fait. Soit on prend une agence locale, soit on gère soi-même, soit nous, on gère à peu près 2000 appartements en France, donc, et ça augmente tout le temps. Donc, on est en mesure de gérer, on a les équipes pour.
Gérer, c'est souvent gérer des problèmes. Même quand l'appartement est neuf, ça reste de l'immobilier ancien. Il peut avoir une fuite de l'appartement au-dessus qui va vous créer un dégât des eaux. Il faut gérer l'assurance, il faut gérer le locataire qui va vous appeler. Voilà, les choses arrivent. C'est de l'immobilier. Ce n'est pas une action en bourse. Il faut quand même le dire à tous ceux qui nous regardent. On s'enrichit beaucoup avec l'immobilier, mais il faut savoir entretenir son parc, que ce soit l'immeuble ou que ce soit le bien. Il y a des choses à faire régulièrement. Donc, on a plus de confort à déléguer la gestion. C'est ce que je vous conseille, surtout si vous êtes à distance. Ça coûte entre 5 et 7% du montant du loyer selon la formule et ça passe en charge. Donc, le coût final par rapport à la gestion seule n'est pas si élevé. Voilà. Tout comme je vous conseillerais de prendre une assurance loyer impayé. Souvent, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe s'il ne paye pas? L'assurance loyer impayé coûte 2%, mais ce n'est pas 2% de votre rendement. C'est 2% des loyers, donc ça va baisser votre rendement très, très faiblement. Et donc, vous vous retrouvez à être garanti. Vous passez ces 2% en plus en charge. Moi, j'ai des assurances loyer impayé sur tous mes biens. Si un locataire ne paye pas, ça peut arriver sur un volume. Ouais. J'appelle l'assureur et mon loyer est payé instantanément. Donc, et l'assureur gère toutes les démarches. Donc, moi, je vous conseillerais de faire ça. C'est quand même très rassurant parce que surtout quand on est loin, on ne peut pas forcément passer. Et quand on a investi, si on se retrouve 6 mois sans loyer impayé, c'est quand même un gros sujet. Donc, je trouve que c'est une très bonne recommandation. Est-ce que, Manuel, tu peux nous parler un petit peu des lois qui sont sorties ces dernières années sur l'encadrement des loyers? Tu m'amènes tous les sujets qui fâchent, Hervé. Mais non, mais c'est pas les bonnes réponses. Le but, c'est d'adresser les sujets. Effectivement, beaucoup de villes en France se sont mis à encadrer les loyers. Elles laissent la possibilité du complément de loyer. Le complément de loyer, c'est quelque chose qu'on peut mettre si on apporte plus de caractéristiques de confort. On utilise ce dispositif dans les villes tendues. Soit on respecte l'encadrement et on loue pas cher du tout. Soit on contourne l'encadrement comme le font quasiment tous les propriétaires et comme je le fais, en mettant un complément de loyer qui est écrit sur le bail et ça se passe globalement très bien. On peut avoir des contestations, mais on en a très 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 peu en volume. Et si vous avez une contestation de loyer du complément, il y a une commission. Ensuite, le locataire peut aller en justice, mais ce sont des baux d'1 an renouvelables, donc en réalité, si c'est le cas, on rompt le bail et on reloue à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc en fait, le risque, on le gère. On vit avec l'encadrement des loyers depuis 8 ans et ça se passe très bien. Parfait. Allez, une toute dernière salle de questions, parce qu'on va terminer un petit peu plus tôt si vous le voulez bien. De toute façon, évidemment, Manuel, vous avez laissé le lien pour prendre rendez-vous. Donc, évidemment, contactez-le, c'est le plus important. Alors voilà, j'ai une question de Vincent qui dit, peut-on réaliser de petits investissements du style chambre d'étudiants et est-ce que c'est attractif comme investissement? C'est intéressant. Alors, dites-nous, Vincent, à quoi vous pensez en termes de budget et de surface? Qu'est-ce que vous appelez petit investissement chambre étudiant? C'est quoi? C'est 15 mètres carrés ou c'est 5 mètres carrés? Si c'est 5, je vous le déconseille. À partir de 14-15 mètres carrés, oui, ça répond à un vrai besoin dans les villes tendues et ça se loue très bien. Voilà. Globalement, 15 mètres carrés à Paris, rénové comme on fait, selon les quartiers, c'est entre 750 et 850 euros de loyer encaissé. Voilà. Ouais, voilà, il pensait à 15 mètres carrés, Vincent. Voilà, oui, ça va. Alors, moi, je déconseille les trop petites surfaces. Je vous déconseille d'aller sur du 9 mètres carrés ou du 10 mètres qui pourrait être légal, mais où vous allez avoir peut-être plus de turnover et d'autres problématiques. Voilà. Donc, 15 mètres carrés, c'est une très bonne surface d'entrée. Pour combien ça va dépendre des quartiers, Vincent, à Paris. Si on est sur les quartiers les plus chers, on va être… parce que nous, on parle de budget total, donc on parle de achats, travaux, meubles, notaires. Globalement, à Paris, on peut vous faire acheter à partir de, à juste l'achat, selon les quartiers, entre 7 000 et 10 500 euros le mètre, je dirais, à l'achat. Après, il faut rajouter le notaire, les éventuels travaux, etc. Donc, entre 130 et 200 000 euros dans les meilleurs quartiers de Paris à l'achat, quoi, aujourd'hui. Et après, il faut rajouter notaire, etc. Mais contactez-nous, Vincent, si c'est votre souhait. On maîtrise bien le marché parisien. On pourra affiner en fonction de vos projets. Très bien. Je rappelle que les frais de notaire, enfin ce qu'on appelle les frais de notaire, c'est les taxes de l'État qui sont… c'est un pourcentage sur lequel on ne peut rien changer. C'est combien, pardon? 8% de la valeur du bien à l'achat. Donc, ça, c'est d'office. Très bien. Est-ce que peut-être, Manuel, avant qu'on termine ce webinaire, j'aimerais quand même que tu nous parles un petit peu
d'investissement locatif, parce que je me dis, quand on en a fait plein ensemble et à chaque fois, on a des internautes qui sont un petit peu, là, on en a à Istanbul, à Bucarest, etc. Voire parfois, c'est encore plus loin et encore plus exotique, même si c'est déjà pas mal. Et je me dis, en fait, quand on est loin, on a vraiment besoin d'être accompagné. Est-ce que tu peux dire à la fois pourquoi, même si ça paraît évident, et aussi comment ça se passe cet accompagnement? Comment est-ce que finalement, moi, je suis à Sao Paulo et je peux acheter un appartement de A à Z sans jamais l'avoir vu? Pourquoi on a besoin, même quand on est sur place, hein, d'ailleurs, hein, parce que on n'est pas un service. Moi, je me méfie des restaurants à touristes, on va dire les choses comme ça, et on n'est pas un restaurant à touristes du tout. La part des non-résidents, c'est une clientèle qu'on aime bien parce qu'en général, ils gagnent bien leur vie et ils ont des soucis, des préoccupations sur la partie retraite. Donc, par définition, ce sont nos clients. Mais ça représente 25% de notre clientèle. 75% de notre clientèle sont des Français qui vivent sur place ou qui vivent à Paris, qui veulent investir à Marseille, ou qui vivent à Paris, qui veulent investir à Paris, et qui nous délèguent, même s'ils connaissent le marché, ils nous délèguent tous leurs investissements. Donc, première chose, pourquoi c'est important? Parce que même quand on vit sur place, on n'a pas l'expertise, on n'a pas forcément le temps de chercher, de négocier. Les bonnes affaires partent très vite et sont souvent par réseau, donc vous n'aurez pas la possibilité forcément de les saisir, sauf si vous passez du temps. Hein. Moi, je dis toujours que je suis très humble en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas polytechnicien, je n'ai pas inventé un truc incroyable, mais en revanche, pour connaître les valeurs de marché, savoir comment négocier, savoir comment vous faire passer devant, le savoir-faire marché immobilier, ça on l'a. On l'a plus que personne. On a 60 chasseurs sur le terrain qui toute la journée font que ça dans les différentes villes en France. Et ensuite, on a les experts, bien évidemment les archis qui sont professionnels, qui savent chiffrer des travaux, savoir ce qu'on doit refaire, ce qu'on n'a pas besoin de refaire, vous accompagner en gérant tout le chantier pour vous, et vous donnez vos guidelines, vous dites là en fait non. Moi, j'aurais voulu avoir une décoration un petit peu plus, c'est un exemple, un petit peu plus rose. On va vous dire, la rose, ça sera peut-être compliqué de louer à tous les locataires, mais si vous me dites maintenant, ça sera rose parce que je veux un appartement rose, donc vous met en garde, on va attirer peut-être plus un public féminin, donc on se coupe une partie du marché, ça reste votre bien. Vous choisissez et nous, on déroule. On va vous conseiller tout au long, mais c'est vous qui restez propriétaire du bien et bien évidemment qui nous donnez les instructions pour que à la fin vous ayez un bien coup de cœur qui vous plaise à vous et qui soit en accord avec votre stratégie. Voilà ce qu'on fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, et aujourd'hui on fait tout à distance, y compris la signature chez le notaire, c'est ça, hein? Tout à distance, y compris le notaire. Ouais. Donc vous avez un back-office, on peut voir les photos, signer les documents. L'avantage, c'est que le notaire sécurise la transaction. Donc vous savez que l'appartement existe. Il y a des pays où c'est pas le cas. Il y a des pays où on a moins de sécurité quand on achète. Vous avez Google Maps, Street View qui vous montre la rue, tout. On vous fait bien sûr des vidéos, des photos. On peut faire des visios avec le chasseur immobilier. On peut vous faire des visios en live. Vous voyez absolument tout. Donc, vous savez ce que vous achetez. Vous savez à combien vous l'achetez parce qu'on vous chiffre tout dès le départ. Et quand vous vous positionnez, vous avez toutes les informations. Voilà. Super, parfait. Allez, on va arriver au mot de la fin, à la conclusion, si vous voulez bien, les internautes. Merci beaucoup, Manuel. Peut-être un dernier mot, Manuel, pour décider nos internautes. Je sais que tu as souvent une formule qui dit que c'est toujours le moment parce que plus on attend, plus on perd d'argent. Ouais, chaque mois qui passe, vous remboursez de mensualité de crédit, vous encaissez un loyer. Donc, le but, c'est de mettre en place le plus rapidement possible. C'est ce que je pense. C'est ce que je m'applique à moi-même. Je l'ai redit, hein, aujourd'hui, il y a une fenêtre de tir qui est magnifique en 2024. On se reprend... Je vous donne le pari, on se reparle dans 2 ans et il y aura tous les gens qui vont dire mais pourquoi j'ai pas acheté en 2024 quand je pouvais faire des bonnes affaires? Je pensais que machin, etc. Et vous savez, c'est un peu comme en bourse, comme partout. Quand le marché est un peu plus compliqué, les gens attendent et dès que ça repart et que c'est au plus haut, ils achètent. Bon. Voilà. Alors qu'en période de crise, on peut faire des super affaires quand on sait bien sûr les saisir. Et moi, c'est ce que je vous propose de faire avec nous. Saisissez les bonnes affaires, renégociez votre crédit d'ici 2 ans quand ça aura baissé. Et là, vous aurez gagné beaucoup d'argent. Et c'est ce qu'on vous propose et ce qu'on vous propose de faire pour vous et de vous conseiller à chaque étape. Donc, n'hésitez pas à sauter le pas, à prendre un rendez-vous. Je vous ai mis le lien dans le chat, investissement-locatif.com. C'est facile. Peut-être un dernier mot que je n'ai pas dit. Si vous avez des biens en France que vous souhaitez rendre rentables, que vous les avez déjà, ou même si vous souhaitez rénover un bien qui est une résidence principale ou résidence secondaire, on a une deuxième société qui est à nous à 100% aussi, qui s'appelle Reno. Le site, c'est reno.fr, reno.fr. Et là, en fait, on restructure des biens existants que vous avez déjà, qui peuvent être des résidences principales. Là, c'est un cabinet d'archi où on fait la même chose et on a aussi pas mal de non-résidents qui font appel à nous. Donc, je n'ai pas pensé en parler avant, mais si vous avez des chantiers en France, vraiment, challengez-nous. Vous verrez qu'on a une très, très bonne équipe là-dessus. On est très compétitif sur les tarifs avec un bon rapport qualité-prix. Donc, si vous souhaitez faire gérer des travaux à distance,
Vous me dites des fois j'ai un bien à Nice, il mériterait un coup de frais, il faut remettre une remise en norme DPE. Bah, voilà, là vous avez une société qui existe depuis 10 ans, un groupe qui existe depuis 10 ans, qui sait gérer les chantiers à distance, qui vous fera la même chose et qui peut vous aider dans la rénovation. Donc pour investir à investissement-locatif.com, pour rénover, reno.fr. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Manuel. Merci tous les internautes. On arrive au terme de ce webinaire. Je vous rappelle, vous pourrez le voir en replay quelques instants après la fin. Là, vous allez recevoir un mail avec le lien du replay. Donc, pas de souci si vous avez raté le début ou si vous voulez simplement le revoir. Vous pourrez également le partager à vos amis, vos connaissances qui sont intéressés par le sujet. Il y aura un article dans lepetitjournal.com dans les prochains jours avec la vidéo YouTube du webinaire. Donc, vous n'avez rien raté. Un très grand merci. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Manuel Ravier, cofondateur d'investissementlocatif.com. Passez de très bonnes fêtes à tous et à très bientôt. Au revoir. À tous, à bientôt.